Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau webinaire qui aura pour thématique aujourd'hui quelles infrastructures pour vos projets de Big Data. Je m'appelle Thomas Lecomte, consultant en vente chez MTI et je suis accompagné pour cette présentation aujourd'hui de Grégoire Ambert. Bonjour à tous. Grégoire s'est chargé de consolider tous les retours d'expérience que nous avons pu avoir à ce sujet aujourd'hui auprès de nos clients, pour vous présenter sous la forme d'une étude de cas les intérêts de différentes approches pour répondre aux besoins des projets de Big Data. Grégoire, je te laisse la main pour commencer la présentation. Ok, merci. Qu'est-ce que le Big Data? Le Big Data, c'est le stockage et l'analyse de grandes masses de données. Donc, on va avoir les 3 V qui vont définir le Big Data, le volume, la vitesse et la variété. Donc, le volume, on va avoir le volume de stockage qui peut être en terabytes, en pétabytes, mais également en gigabytes. Vous pouvez avoir pour 1 giga de données des milliards d'informations dans ce volume de données. On va également avoir différents types de données, donc les variétés de la donnée. On va avoir des données qui sont structurées, des données qui sont semi-structurées et des données qui sont non structurées. Et le 3e V, ça va être la vitesse, la velocity. La vitesse, c'est la modification de la donnée, le changement de la donnée. Ça, c'est ce qu'on retrouve en général. Maintenant, on a une 4e V qui est la véracité de la donnée. Pourquoi? Parce qu'avoir de la donnée, mais de la donnée fausse, n'a aucun intérêt. Donc, on va chaque fois optimiser les données qu'on a en interne pour qu'elles soient au plus juste. Donc ça, c'est un point important dans tout projet de Big Data. Généralement, si on doit en tout cas injecter des données qui sont déjà existantes dans la société vers notre cluster de Big Data, en amont de l'injection de ces données, on va utiliser des outils qu'on appelle ETL qui vont permettre, entre guillemets, de faire un cleaning, un nettoyage des données pour les épurer et ne conserver que celles qui représentent une réalité pour l'entreprise, et toutes celles qui sont soit obsolètes, soit fausses pour X raisons que ce soit, on va chercher au travers de cet ETL à les nettoyer. De telle sorte que lorsqu'on injecte ces données dans notre cluster de Big Data, on respecte ce 4e V, la véracité des données. Exactement. Alors, d'où proviennent les données? Les données vont provenir de différents cas d'usage. Donc, on peut avoir les objets qui sont connectés. Donc, on va avoir des capteurs, la géolocalisation. Imaginez un capteur, on peut avoir un capteur dans un frigo, mais on peut très bien avoir un capteur sur un véhicule pour pouvoir faire le tracé d'un véhicule, pour pouvoir avoir la consommation du véhicule. On va avoir des données qui sont mises plutôt sur les équipements. Donc, on va voir les photos, les vidéos, la téléphonie. La téléphonie, imaginez demain que vous vous promeniez dans un centre commercial et que vous passiez à côté de différentes boutiques. Lorsque vous vous arrêtez, il y a l'ID du téléphone qui va être capté par l'entreprise qui commercialise dans ce magasin. Demain, vous repassez une 2e fois, voire une 3e fois. Et à un moment donné, vous allez recevoir un pop-up qui vous indique que vous aurez un discount sur certains produits de l'entreprise. Donc là, en fait, on est sur, si je comprends bien, sur de l'analyse temps réel de notre profil au travers de l'ID de notre téléphone pour proposer la promotion qui va nous forcer, entre guillemets, à rentrer à l'intérieur d'un magasin. Exactement. Actuellement, on est vraiment connecté tout le temps, que ce soit avec le GPS, le téléphone, et dès qu'on circule à certains endroits, si on prend certaines applications sur un GPS, on peut avoir des pop-up qui nous indiquent qu'il y a certains magasins qui se trouvent juste à côté de nous. Et là, pourquoi pas le voir d'un point de vue marketing, commercial, et se dire demain, on va fournir des discounts à chaque fois qu'on passe devant un certain type de magasin. On a également sur notre comportement online. Imaginez, à chaque fois que vous allez sur le web, vous allez surfer sur des sites comme Amazon, Cdiscount, etc. Vous allez browser différents articles. L'ordinateur, en tout cas le système qui est derrière l'ordinateur, va vous analyser via des cookies et va voir ce que vous regardez. Demain, vous aurez de la promotion peut-être pour ce type d'article. D'autres entreprises comme Cdiscount va pouvoir revendre ce type
d'informations. Imaginez que cette entreprise va vendre des articles à prix cassé, mais par contre, elle va connaître beaucoup d'informations sur les personnes qui naviguent sur son site. Et ces informations ont de la valeur qui peut être revendue à certaines entreprises. Donc là, ça change vraiment le business model de ces sociétés, puisque leur valeur ou leur rentabilité, elles ne vont pas forcément aller la chercher sur la marge qu'elles vont appliquer à la vente de tel ou tel produit, mais plus en revendant les informations des consommateurs aux sociétés qui produisent, qui créent ces produits. Exactement. Et on a beaucoup d'informations. On parlait tout à l'heure de certains capteurs. Imaginez qu'on a un capteur sur votre système électrique à la maison, votre système de chauffage. On sait que vous avez une maison qui fait une certaine superficie, que vous avez 2 enfants, et on peut automatiquement dire, voilà, pour ce type de personnes, pour ce type de famille, on va proposer un certain type de contrat avec certains discounts parce que vos voisins ou des personnes qui habitent à 10 km de là sont dans un même rayon, donc une même température, et pourquoi pas se dire, voilà, ce contrat est plus adapté à ce type de famille et on va leur en faire bénéficier. Donc tout ça, ça va générer beaucoup de données, des données qu'il va falloir analyser, mais aussi qu'il va falloir conserver pour conserver un historique d'informations, l'historique permettant de pouvoir prévoir un petit peu les tendances de marché sur la base de l'historisation des informations qu'on a. Exactement. Et c'est là en fait qu'on va retrouver ces états octets de données qui sont déjà aujourd'hui présents dans notre monde actuel et que IDC nous prédit à 44 zeta-octets pour 2020. Exactement. Là, on voit qu'on a une très belle évolution. On est passé de 2012 à 2013 de 2,8 zeta-octets à 4,4 zeta-octets, donc ce qui est assez impressionnant. Comme on le voit en bas, il est marqué que Twitter ou Facebook crée 10 téraoctets de données par jour. Donc cette donnée, elle a peut-être un intérêt pour certaines entreprises, en tout cas pour connaître un petit peu mieux son client. Donc d'un point de vue marketing, il y a un vrai intérêt de récupérer toute cette donnée et de pouvoir l'analyser. Donc quelle en est la valeur pour l'entreprise? Premièrement, comme vous l'avez bien compris, la première chose, c'est l'analyse de cette donnée qui est non structurée dans un but de marketing. Le but va être de vendre dans notre cas, dans le cas de beaucoup d'entreprises. Après, d'autres entreprises vont travailler au niveau engineering. Imaginez les données récoltées sur les virus, par exemple. Certaines entreprises vont dire, OK, je vais faire du big data pour pouvoir contrôler les virus parce que le nombre augmente chaque année et il est impossible, avec les bases actuelles, de pouvoir gérer en temps réel l'autorisation ou la refus de passage des flux de données au travers d'un firewall. Bien entendu, on l'a dit, pour une meilleure connaissance du client, des produits, quelles vont être les tendances. Donc maintenant, on ne va plus créer un produit et se dire, voilà, on va faire une campagne dans un certain sens, on va analyser le marché, analyser comment fonctionnent les gens et leur proposer un produit par rapport à leur réaction, leur habitude de surf, etc. Donc ça, c'est un point qui est passionnant parce que effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de création de nouveaux produits, de nouveaux services qui sont en train d'arriver et qui vont nécessiter ce type d'infrastructure qu'on appelle big data. Mais qu'est-ce qu'on peut, si on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet, si on peut aller un peu plus loin. Ok. Donc, une des problématiques qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est qu'on a de plus en plus de données. Et la problématique de traiter cet ensemble de données, ce volume de données, c'est que ça prend des heures, des jours, voire des semaines avec les bases de données actuelles, le traitement qu'on crée actuellement. Les données qu'on traite sont bien souvent les données actuelles. Par contre, les données anciennes ont également de la valeur. Donc, c'est bien de pouvoir suivre un client, de voir son évolution et son avancée dans le temps. Donc, il faut traiter la donnée ancienne et la donnée nouvelle. Et c'est pour ça qu'on va se baser sur des nouveaux types de traitement de données, ce qu'on appelle le big data, qui est très vaste. Alors, quelles sont les principales technologies au niveau du big data? D'abord, le big data, comme vous l'avez compris, c'est optimiser le traitement des bases de données. On va avoir plusieurs types de traitements. Donc, on va avoir les traitements massivement parallèles, ce dont on va parler un peu plus en détail aujourd'hui, qui sont les infrastructures de serveurs distribuées. Donc, en fin de compte, ça va être un ensemble de serveurs, un volume de serveurs qui va traiter ces données parallèlement. Ensuite, on a des bases de données NoSQL. Donc,
Là, on va traiter la donnée, mais l'ensemble des serveurs vont pouvoir traiter la donnée. On ne va pas dire, voilà, la donnée se trouve sur certains serveurs, on va la traiter comme on le fait parallèlement. On va dire, tous les serveurs vont travailler pour accélérer, donc en termes de performance et d'évolutivité, on va aller plus loin. Et puis, on a le stockage de données in memory. Donc, on va retrouver par exemple les SAP HANA, qui sont également du Big Data HANA. Donc, on va accélérer les temps de traitement grâce à la RAM et à la DRAM dans ce cas-ci. Donc là, ce que je trouve intéressant sur ce que tu nous expliques, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une certaine hiérarchisation en fait des infrastructures. La première, les infrastructures de serveurs pour distribuer les traitements. On va avoir du traitement massivement parallèle, où on va peut-être avoir des traitements qui se font un petit peu au fil du temps, au fil de l'eau, en arrière-plan, si je puis dire. Et puis, on va avoir d'autres traitements de bases de données qui vont peut-être être un petit peu plus proches de ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les architectures 3 tiers avec les frontaux web, les serveurs applicatifs et les bases SQL. Par contre, on va gommer les limites des bases SQL qui sont des limites liées à leur côté monolithique, c'est-à-dire un serveur actif qui va faire effectuer toutes les tâches sur la base, et puis un serveur en backup de secours qui est là pour reprendre le relais si jamais le serveur principal est tombé. Là, avec les bases NoSQL, on a la capacité d'avoir plusieurs serveurs qui vont effectuer les traitements en parallèle sur la même base NoSQL, ce qui va bien évidemment apporter de la performance parce qu'on apporte plus de nœuds, mais ce qui va aussi apporter de l'évolutivité. Je peux débuter à 3 nœuds, puis à 4, puis à 5, puis à 6, et ainsi de suite. Et le dernier point, c'est le in-memory computing, donc stockage de données ou compute de données en mémoire, où là on va être carrément, on va profiter des performances soit du flash, soit de la DRAM, soit de la RAM carrément, ou une combinaison de ces trois éléments, pour être capable de traiter un volume de données très important à la vitesse du bus d'accès mémoire pour accéder au CPU, c'est-à-dire à des temps de réponse qui sont largement supérieurs à tout disque dur. Exactement. C'est là-dedans qu'on va voir la différence. Donc, si on a besoin d'avoir un résultat rapide, en temps réel, ou bien si on a un résultat qui peut être attendu, on va dire en fin de journée, en quelques heures. Donc, plus on va avoir besoin de rapidité, plus on va aller en in-memory, moins on va avoir de rapidité, on va aller en traitement parallèle, massivement parallèle. Donc, dans ces traitements massivement parallèles, on a le Hadoop. Qu'est-ce que c'est le Hadoop? Donc, le Hadoop, c'est un système de fichiers distribués open source. Et le Hadoop se compose en plusieurs parties. Donc, on va avoir le file system, donc HDFS, et puis on va avoir différents composants, mais un des composants principaux va être MapReduce, qui va nous permettre de traiter la donnée et d'obtenir un résultat en soi. Donc, comment se compose cette architecture Hadoop? Voici les différentes briques. Donc, on va avoir des requêtes qui sont faites par un client qui vont être envoyées à un nameNode. Le nameNode, qui va être simple ou dupliqué en termes de redondance, va nous permettre de localiser la donnée. Localiser la donnée qui se trouve sur des serveurs différents, qui sont les slave nodes ou les data nodes. Les data nodes vont juste récupérer la donnée et héberger cette donnée. Sur ces data nodes, on va trouver un mapper et un réduceur. Donc le mapper va être chargé de lire les données stockées sur les disques et les traiter, et le réduceur va être chargé de consolider les résultats issus du mapper, puis les écrire sur le disque. Ce qui va nous permettre de 1, d'aller sur le nameNode, aller voir, identifier les différents nœuds sur lesquels se trouve la donnée, et après on va directement communiquer avec ces data nodes. Donc là, typiquement, on est sur des traitements qui vont se faire en tâche de fond. On stocke de la donnée dans notre file system HDFS et ensuite les composants map et reduce interviennent pour pré-mâcher entre guillemets le travail des applications sur ce volume de données colossal. Exactement. Et donc ces data nodes vont fonctionner d'une certaine manière. On va tripler la donnée, donc on va avoir un facteur de réplication de 3, on va écrire sur un premier nœud, et puis on va écrire sur un second nœud, et voir un troisième nœud qui va se trouver dans une autre baie de stockage, qui va permettre d'avoir de la redondance sur la donnée,
et en plus de pouvoir la lire à 3 endroits différents, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de rapidité, ce qu'on appelle le file system distribué. C'est ce que l'on voit, donc le trait en pointillé que l'on voit en bas du schéma, là, le data réplication, qui peut être monosite ou qui est multinode et qui peut être éventuellement sur plusieurs sites. Exactement. C'est là qu'on voit l'évolution de ce type d'architecture. On parlait d'architecture distribuée, d'avoir d'un côté les master nodes, les name nodes qui savent localiser, dans lesquels on trouve la metadata, et les data nodes sur lesquels on va avoir une flopée de serveurs qui vont contenir la donnée. Et là, on peut monter à 100, 200, 1000 serveurs qui vont être gérés par ces name nodes. Juste, ce que je trouve intéressant, moi, dans ce schéma, au-delà de tous les éléments logiciels qui y sont décrits, c'est l'aspect moderne de cette architecture, où on a une tête pensante qui est le name node, qui a connaissance de l'ensemble du système, qui gère le positionnement des données et qui gère les jobs qui sont exécutés sur l'ensemble des serveurs. Et on a le client qui va dialoguer avec le name node simplement pour des questions de metadata, et ensuite qui va adresser en direct chacun des slave nodes pour aller lire ou écrire de la donnée. C'est-à-dire que la tête pensante n'est plus sur le chemin d'accès à la donnée, elle est bien sur un plan complètement différent et elle ne devient plus du coup un goulot d'étranglement pour accéder à l'information. Exactement. Elle va encore plus loin, elle va pouvoir gérer l'utilisation des différents name nodes, ce qui veut dire que si la donnée se trouve sur un nœud fortement utilisé, elle va te diriger vers un nœud qui est moins utilisé, elle va diriger le client vers un nœud moins utilisé pour aller chercher la donnée, le résultat. D'accord. Donc, que retrouve-t-on comme distribution Hadoop sur le marché? Nous, on a repris 3 distributions qui sont assez utilisées. Donc, on retrouve du Cloudera, on retrouve Mapper et on retrouve Hortonworks. Pour nous, Cloudera est la première distribution sur le marché. C'est celle qu'on rencontre le plus. C'est celle qui possède des programmes de formation assez complets. Il y a un vrai suivi et il y a une simplification avec cette distribution. Les autres distributions sont peut-être un petit peu plus complexes, en tout cas pour les novices, mais on retrouve pas mal d'informations sur Internet. Mais il n'y a pas autant d'avantages qu'avec la version Cloudera. Cloudera va être une version 100% Apache, open source. Mapper va avoir un file system qui est propriétaire, donc qui est un petit peu différent. Alors si je reprends ce que tu viens de nous dire, donc c'est vrai que Cloudera aujourd'hui c'est celui qui communique en tout cas beaucoup, qui a étoffé son réseau de formation et de partenaires, qui se base exclusivement sur toute la communauté open source pour son produit et qui a développé des outils d'administration au-dessus de la partie open source. Un Mapper, c'est vrai qu'ils ont une approche un petit peu différente. Ils ont cherché en fait à gommer les limites d'un système Hadoop dans un contexte entreprise. C'est-à-dire que Hadoop a été conçu à la base dans les laboratoires de Google. Enfin, les prémices en tout cas viennent de ce monde-là, du monde de Google, avec des enjeux et avec des dimensions qui sont propres à des sociétés comme Google. Les enjeux et la dimension au sein d'une entreprise ne sont pas forcément toujours celles de Google, même que celles que Google avait dans les années 2000. Là où Mapper va justement être intéressant, c'est qu'ils vont essayer d'avoir gommé un petit peu toutes ces limites liées à la partie distribution Hadoop native open source pour apporter davantage de performance pour le monde de l'entreprise, avec des choses plus simplifiées, notamment au niveau du file system. On n'est plus sur du HTFS, on est sur un système qu'on appelle Mapper NFS, qui permet d'avoir des performances plus importantes en termes d'écriture de données et qui permet de pouvoir faire du temps réel et non pas du pseudo-temps réel comme peut le proposer la plupart des distributions Hadoop. Le pseudo-temps réel peut tout à fait convenir à beaucoup de clients, mais dans certains contextes, le temps réel est un prérequis. Et là, pour le coup, un Mapper a plus d'atouts. Et le dernier point que je dirais sur Mapper, c'est le côté performance sur la base de données intégrée à ce type de solution, qui, de manière native, n'est pas forcément toujours
ultra performante parce que ça ne le nécessitait pas. Sauf que dans un contexte entreprise, bien souvent, on aura besoin de ce niveau de performance. Et là, les modifications apportées par Mapper sur HBase permettent d'augmenter les performances et permettent de répondre aux attentes des entreprises. Ce qui concerne Hortonworks, un différenciateur, c'est le support de l'OS Microsoft Windows, qui n'est pas des moindres, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clients qui ne font tourner leurs environnements que sur du Windows et n'ont pour ainsi dire pas de compétences en Linux. Donc c'est un vrai différenciateur et ça peut répondre à des vraies attentes pour les entreprises. Donc une fois qu'on a choisi notre distribution Hadoop, quelle infrastructure choisir? Parce que bien souvent, on va nous dire, OK, vous avez choisi votre distribution, vous allez prendre du serveur traditionnel, peu importe le serveur. C'est pas toujours ça. On va dire qu'on a besoin d'une infrastructure qui est de dernière génération, sachant qu'on va faire tourner pas mal de process. Donc, c'est pas arriver avec un petit serveur, avec une petite CPU, du disque dur et un petit réseau en 1 gigabit. On devrait aller au-delà. Ce qu'on a vu effectivement jusqu'à présent, pour votre information, c'est que bien souvent, les équipes IT se disent, bon, bah, je vais avoir un projet Hadoop, donc je vais tâcher de réutiliser mes anciens serveurs pour débuter. Ce qui sur le papier peut très bien marcher, sauf que généralement les anciens serveurs, ben, ils n'ont pas ou quasiment pas de disque dur embarqué. Or là, on est sur des architectures avec du disque dur embarqué. Et bien souvent, ils n'ont pas suffisamment de mémoire ou de CPU pour répondre aux premières attentes des utilisateurs de ce type de plateforme. Il faut savoir que si en termes de CPU, d'anciennes générations de CPU peuvent répondre, en termes de mémoire, bien souvent, ce sont des plateformes qui sont très gourmandes en mémoire et on parle de plusieurs dizaines de gigaoctets à minima pour débuter, voire même bien souvent, quand on part sur des clusters en production, on est sur plusieurs centaines de gigaoctets de RAM par neuf. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est deux types d'architecture. On va avoir une architecture traditionnelle qui est basée sur des clusters de serveurs rack et des architectures EasyLon. Dans les architectures traditionnelles, on retrouve les différents éléments. Donc, on a vu précédemment qu'on avait un mnode sur lequel on va localiser la donnée et on va avoir des data nodes, compute nodes. Donc, ces data nodes sur lesquels on va avoir la data. Il va falloir configurer ces serveurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que hardwarement parlant, on va avoir des serveurs, comme Thomas le disait, avec de la CPU et de la mémoire. Mais en plus de ça, on va devoir obligatoirement avoir un réseau en 10 gigabits. Pourquoi? Parce que la communication inter-serveur va se faire via le 10 gigabits. Et vu qu'on va tripler la copie de la donnée, il va bien falloir la déposer sur l'ensemble des serveurs. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va avoir du 10 gigabits, il va falloir configurer ces différents VLAN. On va devoir mettre peut-être de la QoS pour optimiser les flux. On va avoir un ensemble de paramètres en termes de configuration au niveau du BIOS à référencer. On va avoir certains firmware à mettre à jour, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de faire tout ça, mais si jamais on veut déployer cette solution de manière industrialisée, il est préférable d'avoir une homogénéité de configuration sur l'ensemble des serveurs qui constituent notre cluster. Voilà, on va vraiment uniformiser l'ensemble des serveurs et se dire, afin d'optimiser la réactivité et le flux entre les différents serveurs, d'éviter les problèmes de bugs, etc., on va à chaque fois utiliser une image qui est identique en termes de BIOS, de QoS, de VLAN. Et alors, pour ce qui est du réseau, ce que tu disais en fait à l'instant, qu'une donnée, quand elle était écrite sur un serveur, le serveur l'écrivait localement, et ensuite il allait l'écrire sur deux autres serveurs du cluster, ce qui va fatalement aller solliciter le réseau. Qu'est-ce qui se passe si on perd un serveur? Donc, si tu perds un serveur, la donnée qui est localement sur ce serveur va être perdue, pour ainsi dire. Donc, on sait qu'on a deux fois la copie ailleurs, mais il va falloir recréer une nouvelle copie. Donc, l'ensemble des nœuds restants vont régénérer une nouvelle copie de la donnée qui se trouvait sur le serveur perdu. Donc, en fin de compte, on va contacter le node en lui disant, voilà, il nous manque ce type de données, et le node va dire, OK, tel serveur va pouvoir répliquer sur un autre nœud cette donnée.
Donc, on a les réplicas et on a ensuite la reconstitution des blocs en cas d'incident qui vont fortement solliciter le réseau, ce qui nécessite forcément du 10 gigabits Ethernet vu le volume de données dont on va parler. Alors que nous sommes toujours en production, donc n'oublions pas qu'il y a toujours des requêtes qui sont lancées, il y a de la donnée qui est copiée sur l'ensemble des nœuds. Exactement, et donc là-dessus, il y a deux approches qui peuvent s'opposer. Une qui est de considérer un réseau dédié pour tous les flux que j'appellerais de back-end, c'est-à-dire les réplicas, la reconstitution des blocs d'information, et l'autre réseau vers les utilisateurs pour desservir les utilisateurs, ou bien une autre approche dans laquelle on mutualise les deux environnements réseau. Par contre, il faut avoir une garantie d'isolation et de performance entre les requêtes utilisateurs et les requêtes qui constituent le cluster. Exactement. C'est pour ça qu'on fera différents VLAN et qu'on mettra de la QoS pour les flux internes à la solution et on mettra une QoS plus faible pour les flux externes à la solution. C'est ce qu'on va retrouver dans l'infrastructure qu'on va vous proposer. Nous, on vous propose des infrastructures Cisco qui se basent sur deux têtes, deux ponts dans lesquels il y a une intelligence qui va vous permettre de configurer les différents serveurs et qui va vous permettre de connecter les serveurs en 2 fois 10 gigabits. Si on a une connexion 2 fois 10 gigabits, on va pouvoir mettre de la QoS dessus, aussi bien pour faire transiter les flux de data inter-fabriques et puis les flux sortants vers les différents clients. L'intérêt de ce type de solution, c'est qu'on va pouvoir, configurer dans des templates le réseau, les différents VLAN, la QoS, on va pouvoir configurer au niveau serveur les BIOS, on va pouvoir configurer le type de firmware. Tout ça sera repris dans un template qu'on va voir après. Dans ce template, il suffira tout simplement de prendre le template, de l'appliquer sur un serveur pour écraser la configuration du serveur et obtenir les paramètres qu'on a mis en place. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'avec ce système-là, avec les templates service profile de UCS, on va pouvoir garantir l'homogénéité de configuration de l'ensemble de nos nœuds dans le cluster Big Data, que ce soit en termes de configuration matérielle, le BIOS, la carte RAID, etc., et les versions de firmware et autre chose encore, mais également tout le paramétrage réseau et notamment l'isolation des flux front-end et back-end. Exactement. Donc on l'aura à la configuration pour un nouveau serveur, mais imaginez que demain vous devez faire une modification de firmware. Vous démarrez petit, bien sûr, vous avez 4-5 machines, mais demain vous êtes plus grand, vous avez une trentaine de machines et il faut upgrader ces 30 machines en termes de firmware. Ici, un simple clic dans le template, modification du firmware et l'ensemble des serveurs vont obtenir le firmware. Pour que le firmware soit activé, il faudra juste redémarrer les serveurs et là vous pourrez séquencer le redémarrage des différents serveurs en temps voulu. En termes de performance, vous avez le 10 gigabits, vous pouvez évoluer vers 2 fois 10 gigabits par serveur en cas de besoin, voire peut-être même 4 fois 10 gigabits. Scalabilité, vous pouvez évoluer jusqu'à 1 à 160 serveurs. Vous avez une haute disponibilité dans les serveurs, sachant que les serveurs sont doublement connectés, une fois sur le switch fabrique A, une fois sur le switch fabrique B, qui sont représentés au-dessus des serveurs. Simplification des opérations et du management via un cluster de management qui est l'UCS Manager qui est embarqué dans les deux fabriques. Alors, si vous avez besoin de davantage d'informations sur la technologie UCS, on s'est focalisé sur les points clés qui apportaient vraiment de la valeur dans un environnement de Big Data. Nous vous invitons à regarder sur notre site internet. On a effectué un webinaire au mois de juin dernier sur la technologie Cisco UCS et qui est disponible en replay sur notre site internet dans la page où nous listons l'ensemble de nos webinaires. Donc l'UCS Manager, là on voit une petite partie de l'UCS Manager qui représente le serveur, donc c'est la console de management embarquée dans les deux fabriques interconnect. Comme je vous le disais précédemment, on fournit le même effort pour configurer un serveur ou 160 serveurs. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer un template sur le serveur physique qui va nous permettre d'appliquer tous les paramètres que nous venons de définir.
Donc, ces paramètres vont être listés dans ces service profiles. Donc, on a une petite visualisation. On peut gérer le RED, les cartes réseau. On peut gérer la QoS. On peut gérer les VLAN, la KVM et le BIOS et tous les paramètres du serveur. Tout ça à l'aide d'un seul template. Ça reprend l'UCS Manager. Après, on a une couche supplémentaire, UCS Manager qui gérait la partie hardware. La couche supplémentaire s'appelle UCS Director et UCS Director va gérer la partie software. Elle va nous permettre d'installer et de déployer les différentes briques Hadoop, que ce soit d'une distribution ou d'une autre distribution. Elle va nous permettre de les déployer, de faire les modifications, de visualiser l'état des différents services. En cas de problème, est-ce que c'est le hardware? Est-ce que c'est le software? Est-ce que c'est le réseau qui a un problème? Là, on va pouvoir avoir une visualisation de bout en bout, ce qui va nous permettre de plus facilement cibler le problème. Donc, si je synthétise, UCS Manager permet de programmer l'ensemble de votre infrastructure, que ce soit l'infrastructure réseau et l'infrastructure serveur. UCS Director Express pour Big Data, lui, permet de déployer et de manager la partie software du cluster de Big Data selon la distribution avec tous les éléments, que ce soit du HDFS, du HBase, du MapReduce, du PIG, etc. etc. Exactement. Ça, c'était pour le type de solution serveur distribué. Après, on va avoir une solution qui est un petit peu différente, Hadoop architecture pour EasyLone, qui est basée sur du stockage EasyLone. Et donc là, on va avoir une petite différence. On va reprendre le data node et le name node et le mettre sur la solution EasyLone. Et on va avoir de l'autre côté nos serveurs compute node qui vont gérer l'ensemble des services. Donc, il faudra toujours configurer sur ces serveurs le réseau, la QoS, le BIOS, etc. pour faire tourner les différents services. Par contre, la localisation de la donnée et la donnée elle-même se trouveront sur les nœuds EasyLone. Comment est-ce que fonctionne EasyLone? Donc EasyLone, c'est un ensemble de nœuds dans lequel on a du stockage. Ils vont être connectés en backplane par un réseau InfiniBand. Et puis, en termes de sortie vers le réseau traditionnel, on va pouvoir les connecter en 1 giga ou en 10 gigas. Bien entendu, c'est souvent plus intéressant de connecter ces serveurs en 10 gigas, même s'il n'y a pas du trafic en termes de gestion, de traitement pour obtenir des résultats. Mais on va avoir d'abord un envoi peut-être massif de données dans notre cluster EasyLone. L'avantage du cluster EasyLone, c'est qu'il permet de tourner plusieurs protocoles. Comme on le voit sur la gauche de l'écran, le cluster EasyLone est un cluster NAS qui va nous permettre de faire tourner du NFS, du HTTP, du SMB, du FTP, mais en plus, on va pouvoir faire tourner du HDFS pour Hadoop et du reste. Et donc, là, on est donc multi-protocole. On peut accéder à la même donnée simultanément par tous ces protocoles. Exactement. Et on est sur une architecture de stockage que l'on appelle scale-out, c'est-à-dire que l'ensemble des nœuds hébergent une portion de données et sont capables de délivrer ces informations. C'est-à-dire que on n'a pas deux storage processors qui travaillent et qui délivrent l'ensemble des données. L'ensemble des nœuds sont capables de délivrer la totalité des données et travaillent en parallèle exactement sur le même modèle que le cluster de Big Data. Exactement. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le processing CPU et mémoire dedans, plus les différents services. Mais par contre, lorsque vous perdez un nœud, la donnée va être rééquilibrée sur les nœuds restants. Vous rajoutez un nœud, automatiquement, l'ensemble du volume de données de l'ensemble des nœuds va diminuer et va s'équilibrer sur les nouveaux nœuds arrivés. Lorsqu'on a des mises à jour, on fait une mise à jour sur l'ensemble du cluster, c'est lui qui va gérer cette mise à jour. Ce qu'on va retrouver, c'est comme je le disais tout à l'heure, le name node et le data node. Si on a une perte d'un name node, ici, même avec les solutions précédentes de Big Data, où il y avait un seul name node, on n'a pas de souci, sachant que la donnée qui est perdue sur un des nœuds, si le name node était sur un des nœuds, va pouvoir redémarrer sur n'importe quel autre nœud du cluster. Donc ça, c'est un des atouts dans le contexte Big Data, c'est la sécurisation du name node par le biais de l'infrastructure EasyLone. Exactement. Alors que sur l'architecture de serveurs distribués, la sécurisation du name node passe par la distribution Hadoop que l'on a choisie
qui permet d'avoir de la redondance de node sur le papier qui marche très bien. Dans la réalité, elle marche, mais elle demande quand même de prendre certaines précautions. Et quand on va vouloir remplacer un serveur défaillant par un nouveau serveur, on pourrait être confronté à un certain nombre de problèmes. Alors que là, pour le coup, c'est sécurisé directement par EasyLearn. Voilà, avec la protection qui est mise en place par EasyLearn, on peut aller dans certains cas jusqu'à la perte de 4 nœuds dans le cluster EasyLearn. Donc la simplicité dans le cluster EasyLearn, c'est qu'on va automatiser l'entièreté du process. On n'a aucune intervention manuelle, aucune reconfiguration, aucune modification des points de montage et des applications serveurs, aucune migration de la donnée. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous y accédez en NFS à la donnée, vous pouvez très bien y accéder en HDFS, sans aucune modification. Pourquoi? Parce que c'est juste un connecteur sur lequel vous allez vous connecter avec votre application Big Data et pouvoir accéder et traiter cette donnée. Dernier point peut-être intéressant aussi à mentionner, dans l'architecture HDFS classique, sur les serveurs distribués, on a une copie, enfin la donnée est présente 3 fois sur notre cluster de Big Data. Ici, au travers d'EasyLearn, elle n'est pas présente 3 fois. Non, non, on a un système de sécurité qui est plus avancé dans certains cas par rapport à la protection qu'on met en place que du RED6. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut perdre jusqu'à 4 nœuds. Donc, on va retrouver une seule fois la donnée. On a très peu de chances de perdre cette donnée, vu qu'on va pouvoir perdre pas mal de nœuds, voire pas mal de disques. Donc, du coup, on va aussi un petit peu optimiser l'espace, puisqu'on va pas être obligé d'empiler autant de disques durs que dans une architecture traditionnelle, grâce aux bénéfices intégrés à EasyLearn. Exactement. Donc, EasyLearn, quel type de distribution supporte-t-il? EasyLearn va supporter du Pivotal, du Cloudera et du Hortonworks. On ne voit pas le mapper, mais par contre, avec mapper, il va pouvoir y accéder via le file system propriétaire et faire une interconnexion sur le NFS. Exactement. Donc, quels sont les avantages de la solution EasyLearn? Pour moi, il y a un premier avantage, c'est la réduction de coûts. On n'a plus besoin d'une infrastructure qui est dédiée au Big Data, à Hadoop. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, on peut s'y connecter en NAS traditionnel pour du SMB, du NFS, peu importe. Donc, une fois qu'on a notre donnée qui est en interne, en tout cas la donnée interne va pouvoir être utilisée sur notre cluster, pourquoi pas rapatrier certaines données qui viennent de l'extérieur, comme on va le montrer au début de la présentation, et l'envoyer directement sur le cluster EasyLearn. Efficacité très supérieure à une approche DAS, ça on l'a bien vu. Efficacité, moins de réplication, Thomas l'a dit, aucun transfert de données, en tout cas pour la donnée qui est interne à l'entreprise, qui est déjà sur les NAS, on n'a pas besoin de la renvoyer sur notre cluster Hadoop, comme dans les serveurs distribués. Les serveurs distribués, vous avez votre base de données actuelle dans l'entreprise, que ce que vous voulez réinjecter ces données dans les serveurs Hadoop, dans le cluster Hadoop, il faut faire un transfert de données. Ici, pas besoin de le faire. On va plus loin avec EasyLearn, on a de la smart déduplication, on a des snapshots, on a de la synchronisation, de la réplication inter-site. Donc, on a pas mal de choses qu'on peut faire en plus que sur une solution traditionnelle Hadoop qui est installée sur des serveurs distribués. Alors ça, c'est un point intéressant, la protection des données, parce que bien souvent, c'est quelque chose sur lesquels les entreprises qu'on a pu rencontrer sur le sujet pour le moment ne nous challengent pas forcément beaucoup, pas autant que sur les environnements traditionnels. Pourtant, à partir du moment où ça devient une application qui génère du business ou qui génère beaucoup de valeur pour l'entreprise, dans ce cas-là, sa disponibilité sera challengée et il sera nécessaire de prévoir des outils pour garantir la disponibilité et protéger cette information. D'où le besoin d'avoir des technologies qui permettent de répliquer les informations, de la sauvegarder ou de pouvoir utiliser des technologies de snapshot pour pouvoir éventuellement soit faire des retours arrière, soit faire des accès en parallèle à une version qu'on souhaite figer de l'information. L'infrastructure EasyLearn est également une infrastructure scalable, comme on dit, sachant qu'elle va pouvoir évoluer jusqu'à 20 pétas et 144 nœuds dans un cluster. On a tendance à prendre comme dimension pour les architectures de stockage
traditionnelles comme les technologies VNX, des technologies qui vivent dans le monde du téraoctet, des dizaines, des centaines de téraoctets, et qui commencent à toucher ces limites à partir du début du monde du pétaoctet. Avec un cluster EasyLearn, on débute à une centaine de téraoctets et on va pouvoir déployer plusieurs pétaoctets et on commence à chatouiller les limites de ce modèle-là quand on commence à parler de plusieurs dizaines de pétaoctets. Donc on est sur un monde en termes de dimensionnement qui est quand même nettement plus important que ce que l'on connaît aujourd'hui avec les baies de stockage traditionnels. Donc, si je synthétise un petit peu ce que l'on a vu aujourd'hui, parmi les deux approches qu'on a pu voir que Grégoire nous a présentées, si jamais vous avez les métiers qui viennent vous voir et qui vous demandent d'avoir une infrastructure Hadoop sans trop savoir vers quoi s'orienter en termes de volumétrie, c'est peut-être que aujourd'hui, leur business case n'est peut-être pas forcément encore tout à fait mature, ou en tout cas, ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour pouvoir correctement le dimensionner. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir accès à une plateforme de big data. Pour pouvoir avancer dans leur réflexion, ils ont peut-être probablement besoin d'avoir accès à une maquette de big data ou à un pilote big data qui va nécessiter une plateforme de quelques téras ou quelques dizaines de téraoctets de données. Là, dans ce cas-là, si jamais vous manquez de visibilité et qu'on a une volumétrie assez relativement faible, à quelques téraoctets, essayez d'utiliser les plateformes que vous pouvez avoir à disposition. EasyLearn en fait partie, par exemple. Et si jamais vous avez de l'EasyLearn ou si jamais vous avez des projets qui peuvent justifier de l'EasyLearn, gardez à l'esprit qu'avec EasyLearn, proposer une infrastructure HDFS Big Data se fera en quelques clics sur l'interface sans être obligé de monter une infrastructure complexe. Ensuite, cette volumétrie, vous la présentez soit à des serveurs physiques si vous avez besoin de beaucoup de compute, soit à des serveurs virtuels si la partie compute est relativement modeste et que seulement vous avez besoin de monter une maquette pour vos métiers. Si par contre vous avez davantage de visibilité de la part des métiers en termes de volumétrie, en termes d'évolutivité et en termes de fiabilité de la solution, c'est vraisemblablement qu'ils ont acquis une certaine maturité dans le business case qui va nécessiter un cluster de big data. Et dans ce type de cas de figure, une approche à base de serveur rack avec disque dur embarqué peut être plus intéressante à utiliser simplement parce qu'il permet d'isoler le workload big data sur des serveurs dédiés. Alors certains me diront que ça nécessite de recréer un silo dédié à part. Oui, c'est vrai. Par contre, la contrepartie, c'est qu'en termes de fiabilité, vous avez un silo sur lequel tournent vos workloads de big data et qui ne peuvent pas venir impacter vos workloads existants. Si jamais le business case est déjà bien abouti, dédier un silo à cette partie-là peut être moins risqué vis-à-vis du business pour débuter et pour garantir la fiabilité de ce nouveau business case. N'hésitez pas à revenir vers nous soit par mail à l'adresse à laquelle nous avons envoyé l'invitation damian.webinar@mti.com et n'oubliez pas que toutes ces solutions sont à votre disposition dans notre showroom à Croissy-sur-Seine et que sur simple demande, vous pouvez y avoir accès et par le même biais, n'hésitez pas à nous demander cet accès au travers de l'adresse mail qui s'affiche frinfo@mti.com. Merci à tous et bonne fin de journée.